fini quand même à l'hôpital, hôpital militaire, surveillé, tout ça, par la police. Bref, c'est une période traumatisante. Ouais, je pense, ouais. Je pense que je suis un produit de la dépression. J'ai pas pour payer les studios et c'est ma petite amie qui est la mère de mes enfants actuellement. C'est ma petite amie qui paye les séances de studio à Coppelia. Mais sur toute la chanson, il avait les yeux comme ça déjà. Mais c'est dégueulasse. Je dis non, c'est pas dégueulasse. Ça, c'est l'avenir. Et on avait le morceau Gangsta qui était le premier morceau entièrement en autotune en 2009. Et je dis ok, c'est parti. On sait pas chanter, on va savoir chanter. Et moi, je sais pas chanter. Bonjour à tous et bienvenue sur Rap Punchline. Vous êtes dans l'émission phare de la chaîne, l'entretien. Et aujourd'hui, je suis très fier de recevoir un invité de grande marque. Un invité qui est présent depuis très longtemps. Si vous connaissez Rap Punchline depuis des années, c'est forcément que vous connaissez aussi l'artiste. Comment ça va l'artiste ? Ça va, frérot. Très fier de t'avoir. Merci de ton accueil, merci de la présentation. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui et donc je suis très honoré de te recevoir. En plus, tu es venu bien habillé, affrété, une belle couleur. Toujours, de toute façon, on a l'habitude avec toi. Merci. Ça fait partie de l'artiste, tu vois, ce genre de belles couleurs. On a l'habitude, nous, maintenant, dans l'entretien, de d'abord poser 4 questions simples, basiques, sans piège, tu vois, histoire de présenter un petit peu plus l'artiste. Quoi, ça veut dire, il y en a, elles ont des pièges? Non, zéro. Ok. Non, mais c'est juste, voilà, histoire de, tu vois. Et donc, du coup, les 2 premières questions, c'est connaître ton nom et prénom à l'état civil. Mon état civil, je m'appelle Youssef Akdim. J'aimerais maintenant connaître le premier son de ta vie. État des lieux. Quelle année? 99. 99, donc ouais. t'avais 14 ans. Et maintenant, du coup, j'aimerais connaître le dernier projet de ta vie. Soledad, saison 1. On va en parler façon longuement. Et dernière question, j'aimerais connaître, s'il te plaît, la date qui a changé ta vie. La date qui a changé ma vie, 9 août 2014. Ça correspond à quoi? La naissance de mon fils. Très bonne réponse. J'ai toujours un problème entre 2014 et 2015. T'as eu un enfant l'année d'après ou rien à voir? Non, j'ai eu un gros succès juste aussi. après. En fait. Ouais, c'est vrai. La naissance de mon fils a ramené beaucoup de ce qu'on appelle la baraka dans ma vie, vraiment. Et la naissance de ma fille aussi par la suite. Et puis voilà, quoi, pour tout le monde, quoi, pour moi, pour mes parents, pour ma femme, ça représente la naissance du premier enfant. Je crois que c'était une des plus grandes joies dans notre vie à nous tous, quoi. J'imagine, ouais. Bon, c'est une pour réponse moi aussi. Qui revient souvent, mais j'imagine que ça doit être le cas. Malheureusement, moi je sais pas ce que ça fait, mais d'entendre, Oh, tu vois, tous les gens qui en parlent, j'imagine que ça doit être vraiment beau. C'est très beau, c'est très chiant, mais c'est bien, tu t'y fais. Ça me rappelle une interview, rien à voir, où ils avaient posé la même question à Naps, et il avait dit c'est quand j'ai sorti le Porsche. Et le journaliste il lui a dit je pensais que t'allais répondre mon fils. Et il a dit oui. Ouais, il y a ça aussi. Ouais, je l'ai vu. Et je sais pas ta réponse, ça m'a. Mais c'est tellement, moi je trouve que c'est beau comment qu'ils disent ah oui en fait, parce qu'en fait c'est tellement la vérité, ouais. C'est bien sûr que c'est la plus belle chose qui nous arrive dans notre vie. Mais en fait, on oublie, comme ça devient comme une seconde peau, c'est normal. Du coup, on voit autre chose. J'aimerais savoir, du coup, parce que là, on est quelques heures, on peut dire même avant la sortie de Soledad, partie 1. Donc, tu sors enfin un projet 5 ans après, comme avant. J'aimerais savoir comment tu te sens, moi. Tu vois, à l'aube de la sortie de ce projet-là, on sait que tu as passé, on peut dire, une longue traversée du désert, tu vois, entre 2020 et 2025. J'aimerais tout simplement savoir comment tu te sens, quelles sont tes attentes sur ce projet. Ouais, franchement... Savoir vraiment dans quel état d'esprit tu es actuellement. Franchement, j'arrive sereinement. J'ai quasiment même aucun stress. Et je suis juste heureux d'être là, en fait. Heureux d'être là, d'être encore là. Franchement, je pensais vraiment à un moment que ça allait s'arrêter, sans mentir. Parce que c'était devenu trop. On n'est pas formé à avoir du succès. Personne n'est formé à avoir du succès. Quand ça arrive d'un coup, tu prends, tu consommes ce succès-là, consommes toute cette ambiance, et d'un coup, bah, tu te prends la baffe de la réalité, tu vois, la baffe de quand tu rentres chez toi et que tu te dis qu'est-ce que je représente en fait pour les gens vraiment réellement. Avant, oui, je représentais quelque chose pour ma famille, pour mes amis. Mais là, je suis devenu quoi? Je suis devenu juste un artiste qui chante ou juste une chanson. En fait, tu te déshumanises énormément. Tu as un rapport avec l'argent, un rapport avec les autres qui change complètement. Du coup, quand ça tombe, ça tombe. Et Dieu merci, il y a plein d'artistes malheureusement qui n'ont pas eu cette chance, qui sont partis plus tôt, même ça les a emmenés jusqu'à la destination finale. Et moi, j'ai survécu à ça et j'aurais pu péter un câble, j'aurais pu vriller, j'aurais pu tomber dans une profonde dépression, mais non, en fait, juste ce vide, il a juste fait que je me suis juste reconstruit, je me suis juste reconcentré sur moi. En vrai, réellement, j'ai vraiment reconnecté beaucoup avec la nature et sur ma famille, mes enfants, les choses principales. J'ai changé de pays, je suis parti vivre ailleurs.
j'ai diminué mes fréquentations et j'ai tout de suite commencé à aller mieux. Vraiment, comme s'il y avait une sorte de maladie qui partait petit à petit. T'en parles beaucoup ça dans Soledad, de toute façon on va en revenir longuement, mais qu'est-ce qui a provoqué justement ce vide? Enfin, à quel moment t'as réussi à comprendre qu'il y a quelque chose qui allait pas? Parce que forcément à un moment t'enchaînes, tournées, hits, etc., des certifications de tous les sens, et il y a un moment où c'est vrai, on sent qu'il y a, tu vois, une sorte de mal-être. Tu vois, on va en parler encore longuement dans l'interview, mais à quel moment toi ça tu l'as senti, que ça allait plus? Je peux te dire vraiment que c'était pendant même le succès, c'était ma première cigale. À ma première cigale, je me suis retrouvé tout seul dans ma loge et c'était pas normal. En fait, c'est la première fois que je vais faire une grande scène parisienne, une grande scène en France, et me retrouver seul, sans famille, sans amis autour de moi, dans la loge. C'était horrible. Et j'ai senti ce vide. Mais c'était J'ai ton vraiment choix? senti. Non, c'était parce que la vie avait fait que, bah là, il y a eu un froid, là, il y a eu un froid, là, on s'est pris la tête sur ça, là, il y a eu une phrase qui devait pas se dire. Et en fait, on serait pas arrivé à cette situation-là s'il n'y avait pas eu la musique. Donc, en fait, le truc qui normalement est censé être mon Graal, ma joie, se transforme en un poison qui a laissé tout le monde partir. Et on se dit, on culpabilise énormément. On culpabilise de prendre de l'argent, on culpabilise d'avoir de la lumière. Et voilà, et comme si on n'avait plus le droit de souffrir aussi, parce que justement, on prend la lumière et l'argent, donc on n'a plus le droit de souffrir. Et il y a une incompréhension qui s'installe. Et ça fait le vide, pour moi, il s'exprime comme ça. Il s'exprime voilà, tu te retrouves tout seul, tu parles plus à personne, et pas parce que tu n'as plus envie, mais parce qu'on se comprend plus, tout simplement. Mais qu'est-ce qui a fait que ce manque de compréhension, c'est toi qui voulais aller dans une direction et ton entourage pas trop? Ou est-ce qu'en fait c'était tout simplement, ça fait partie peut-être des aléas du succès, et quand ça vient d'un coup et que c'est plusieurs choses? C'est différent. Tu as certains collaborateurs, par exemple, qui, voilà, la vague, elle est là, on la prend, on est dessus, on est au top, on continue. Et ils se rendent pas compte qu'il y a la fatigue physique et émotionnelle. Et ils continuent de tirer, ils te disent, ils te poussent, ils te boostent, tu te boostes. Et tu te boostes un peu avec n'importe quoi. Et d'un coup, tu te dis, mais en fait, ce mec-là, il est là que pour le fric. Il n'en a rien à foutre de ma santé. Tu veux que ça fonctionne, casse pas la machine, laisse-moi aller me reposer. On se repose tous et on reprend après. Et en fait, non, j'avais l'impression qu'il y avait un défi à relever tout le temps. Et c'était horrible. Que tu étais un peu une machine à sous, Ouais. et que tant qu'en fait on pouvait tirer des billets, on allait le faire, quoi. C'est exactement ça. Représenter juste une entrée d'argent pour quelqu'un, c'est une des sensations les pires qui soient. Vraiment. Parce que, en fait, c'est des personnes avec qui tu passes des nuits, des jours, tu voyages. Ça veut dire qu'on peut se retrouver dans une situation à un moment donné où on doit sauver la vie. Je sais pas, on clip, il y a un accident de bateau, on se retrouve à se noyer, quelqu'un doit sauver l'autre. Tu vois, on est dans le même bateau réellement. Et elle est belle cette image parce que tu te rends compte que dans ce bateau-là, bah, il n'y a pas de solidarité, que c'est chacun pour soi, que si c'était amené à couler et qu'il n'y avait qu'une bouée, et bah toi, tu y passerais le premier, parce que la bouée, elle serait pour lui. Parce qu'il y a cet intérêt-là, et c'est dégueulasse de sentir ça. Vraiment, je le souhaite à personne. Et la meilleure manière, c'est de se revaloriser soi-même. La meilleure manière de combattre ça, c'est vraiment se revaloriser soi-même et savoir dire non, apprendre à dire non. On ne sait pas dire non quand on a 17 ans, quand on a 18, quand on a 20. Même quand on a 25, même quand on a 30, je te promets qu'une fois que tu as pris les coups dans ta gueule, le non, il commence à devenir un peu naturel. Et quand il y a un truc qui va plus avec moi, qui est plus en phase avec ce que je pense ou ce que je ressens, bah c'est non automatiquement. Et c'est non assumé avec un grand sourire et on passe à autre chose. Et ça, c'est cette période justement de 5 ans sans projet qui t'a permis à dire non plus facilement? Ouais, ça m'a permis parce que je suis parti voir des gens qui sont très résilients. J'ai vécu avec des gens très résilients, des chasseurs, des pêcheurs, des gens de la nature. C'est pour ça quand je te disais que je me reconnecte avec la nature. Et tu as vu, quand tu parles avec des mecs comme ça, tu te dis, moi j'ai fait tout le tour. Je suis parti, j'ai fait des concerts et de ça, j'ai réussi, j'ai eu une carrière et ça, pour à la fin me retrouver comme lui en fait, en train d'essayer de chiller avec la nature et d'essayer d'oublier tous ces problèmes et en attendant un foutu poisson. De toute façon, l'intro du projet s'appelle Maintenant ça va. Maintenant, donc en ça fait, va. la réponse, Exactement. on l'a dès le lié. début. Tout est lié, il y a beaucoup de références au large. Ouais. Je dis qu'au large, il n'y a personne. Et au large, il n'y a que dalle. Il n'y a que moi. Et moi, il n'y a que moi seul. Exactement, je l'ai et noté. Que je n'en veux à personne. Je n'attends rien de personne. C'est comme faire la paix avec les autres pour faire la paix avec soi-même. Je ne suis pas le premier à l'avoir vécu et je ne serai pas le dernier. Et c'est une des solutions pour sortir d'une grande maladie qui s'appelle la dépression. T'en as été victime? Ouais, je pense, ouais. Je pense que je suis un produit de la dépression. Mais est-ce qu'à un moment, là, parce que là, tu peux mettre les mots sur ça, justement, sur dire que c'était une dépression, est-ce que pendant un moment, tu essayais de chercher quelque chose d'autre, tu vois? Est-ce que t'as connu cette période? Pendant un moment, tu te mens à toi-même, parce qu'on vient... je me réidentifie, allez, moi, je suis un jeune rebeu en France, en banlieue. Tu vois, l'environnement, il est assez viril, tu sais.
parler de dépression, parler de thérapie, parler de résilience. C'est des choses qu'on, tu vois, pas habitué d'entendre. on est censé être combatif. Alors que, normalement, c'est ça, combattre. Mais voilà, il y a un virilisme, pas une virilité, un virilisme qui fait qui t'empêche de parler comme tu devrais parler. Comme si on avait honte. On est des humains, il n'y a pas de... Tu peux grandir en banlieue et être en dépression, réellement. Tu es même beaucoup candidat à ça. Et on sait pas le dire. Et le fait de ne pas poser des mots sur ces problèmes, ça fait de nous des gens chelous, des gens difficiles à comprendre. Et je veux pas de ça. Mais durant cette période, justement, entre Comme Avant et aujourd'hui Soledad, t'as quand même sorti pas mal de singles. Tu vois, je pense par exemple à Ghetto avec Wanda Banton, je pense aussi à Cléopatra, à Zarzour, tu vois. Donc, t'as quand même été présent, tu vois, malgré tout, parce que forcément, t'as une fanbase, etc. T'as des gens qui veulent encore beaucoup, même qui veulent écouter ta musique. Donc, il faut forcément que tu leur donnes un petit peu, tu vois, de quoi justement les faire attendre avant Soledad. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y avait quand même des singles, même des gros hits, je pense à Zarzour, mais il n'y avait pas encore ce projet Soledad. Est-ce qu'il y avait des moments où tu disais non, pas maintenant? Est-ce qu'il y a des moments où tu voulais revenir, mais il y avait peut-être que mentalement, tu avais des sortes de rechutes? Qu'est-ce qui a fait que vraiment il y a eu 5 ans? Parce que dans l'industrie musicale actuelle, 5 ans c'est long, Ouais. surtout pour un artiste comme toi qui, je m'appelle en 2016, tu sors 2 projets. Tu sors Maestro en mars et... La réponse, elle est très simple. Tu regardes un peu le foot, j'imagine. Bien sûr. Bah, tu vois, Grand client de foot. Rafinha, par exemple, ce joueur brésilien du Barça, il est en train de renaître de ses cendres. Pourtant, c'est un gars qu'on avait jeté aux oubliettes, qu'on avait dit qu'il allait jamais percer. Tu vois ce que je veux dire? Même qu'il allait jamais atteindre un niveau de top footballeur. Et là, aujourd'hui, il y est sur le toit de l'Europe avec son équipe, il est en train de tout déchirer. Pourquoi? Parce que c'est une rencontre. C'est une rencontre avec un club, un autre club, c'est une rencontre avec un autre entraîneur. Donc, tu vois, il y a un club, des couleurs, un entraîneur, et tout de suite, tu as un autre joueur. Tu as un joueur différent, tu as un joueur qui est plus performant. La même chose pour moi. Aujourd'hui, j'arrive avec un projet fier, serein et tout, parce que j'ai re-rencontré des gens, reconnecté avec des personnes. Moi qui voulais ne plus parler à personne, ne plus travailler avec les gens, des humains m'ont surpris de par leur générosité, de par leur simplicité et de par leur efficacité à convaincre. J'ai retravaillé, je pensais que j'allais plus trop juste sortir quelques titres comme ça, mais plus de projets longs. On m'a convaincu, on m'a dit non, t'as du talent, t'as beaucoup à dire encore, et c'est le moment de repartir, de repartir en selle. Et je remercie ces personnes-là, parce que sans ces personnes-là, aujourd'hui, peut-être que je serais encore en train tu vois, de m'éloigner de plus en plus de la musique. Et voilà, je pense que c'est des rencontres. Et est-ce qu'il a une symbolique particulière, ce projet? Parce qu'il s'appelle Soledad, solitude en espagnol. Tu me dis si je me trompe, LV2 espagnol, j'étais pas trop bon. Mais il s'appelle Solitude justement en espagnol. C'est un des rares projets où on te voit pas, avec Quartier Latin, on ne voit pas, tu sais, plein pot, de face, tu vois. On te voit sur une barque, dans la mer, avec personne à côté, où tu le dis dès l'intro, tu vois, le rivage est loin, etc. T'es tout seul. Est-ce qu'il a une symbolique particulière, tu vois, ce projet? Parce qu'il dénote beaucoup, tu vois, par rapport aux anciens. Tu vois, il y a aussi qu'un seul featuring. Bon, c'est que la partie 1, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais c'est rare aussi de voir un projet où l'artiste, il se mélange pas avec plein de, tu vois, d'autres artistes. Le truc, c'est que il y a un problème avec le passé qu'il faut régler. C'est ce que tu ressens dans ce projet-là. Donc, comme à l'instar d'un The Weeknd, par exemple, je le prends en exemple parce que c'est le premier qui m'arrive et parce qu'il y a des néons, donc ça m'a rappelé un peu son clip. Il a une croix, donc qui représente un peu la foi, avec des néons. Il prend cette croix et il détruit tous ses anciens disques d'or, tous ses anciens succès, comme pour renaître en fait, comme une renaissance. Donc cette solitude, c'est comme pour aller enterrer le cadavre du passé, l'enterrer quelque part, le jeter en mer. Tu vois. Ce cadavre-là qui est trop lourd à porter, on s'en débarrasse pour s'alléger et passer à autre chose. Voilà, la chose qu'on doit tuer, c'est les mauvaises choses, les mauvaises pensées en nous. Donc c'est un peu cette solitude. Je vais le faire un peu, tu sais, comme un animal traqué, tu vois. Je vais m'isoler pour faire ce que j'ai à faire, régler mes comptes avec moi-même et revenir. C'est pour ça, Soledad. Et du coup, on partage l'expérience. Ça, c'est un bilan. C'est le EP. Voilà, je partage l'expérience de ce chemin, de ce combat avec le passé. Mais de toute façon, tu dis, dès le début de l'intro, tu dis, je vois les fantômes du passé qui m'attendent sur le rivage. Donc, on a un peu même l'impression que tu n'as même pas envie de revenir. Ouais, que tu veux rester seul dans la barque. Mais en même temps, comme tu me l'as dit, tu as rencontré des gens qui t'ont fait, tu vois, retrouver ton amour avec la musique. Parce que je vois les fantômes du passé, je fuis les fantômes du passé qui m'attendent sur le rivage. C'est un rivage. Si je prends ma barque et que je rentre, je vais dans l'océan, il y a d'autres rivages qui m'attendent. Donc là, je laisse un rivage, mais il y en a d'autres. Et d'autres beaucoup plus intéressants, beaucoup plus humains,
qui m'attendent. Mais c'est vrai, je me rappelle à l'époque, on disait au Maroc, Casablanca, si tu pars de l'autre côté, t'arrives à New York. Exactement. Donc, il y a le... Ouais, c'est les potes, souvent, ils se Ouais. posent comme ça, ils Tout regardent, là-bas, là, il y ils a... regardent l'océan, ils disent, tu vois en face, c'est les États-Unis, il y a New York. Alors que c'est à 15 000 km. Alors que c'est loin, ouais. Mais justement aussi dans ce projet, il y a un de mes titres préférés, moi, qui est un son que t'as pas eu trop l'habitude de faire, mais tu l'as déjà fait. C'est un son très introspectif qui s'appelle... Y'en a qui refusent, mais les plus braves le font. Et on dit ça tue. Y'en a qui aiment l'écriture, moi j'aime les rap. Quasiment toute ta vie, que ça soit la vie de Youssef ou la vie de l'artiste. Et tu parles notamment de 2009 au studio Coppelia, où c'est Tago qui paye tes séances de studio. Moi, j'ai pas un, je suis juste un idiot, personne me connaît dans l'immédiat. Y a pas de radio, de concert ou de médias. J'ai un MySpace, je casse les couilles au DJ pour qu'il passe le son. Vas-y frérot, passe le son s'il te plaît. Il y en a qui refusent, Oui. mais les plus braves le font. Juste après, ouais. J'aimerais que tu me parles justement, tu sais, de la période des débuts. Vraiment des débuts de l'artiste, jeune franco-marocain de Bondy qui est confronté à la concurrence parce qu'il y a beaucoup de rappeurs, au fait qu'il n'ait pas forcément de moyens, mais qu'il ait cette rage. Tu parles aussi beaucoup de la rage, etc. J'aimerais que tu me parles vraiment du Youssef Bambin qui veut se faire un nom dans la musique. Bah, Youssef Bambin qui veut se faire un nom dans la musique, il a un groupe. J'ai des potes. On n'a pas un, on n'a pas de thune. Ça, je te parle vraiment au tout début, mais ça va, ça se passe. Voilà, on dit que la France est un pays qui n'aime pas ses jeunes. Non, c'est faux. Nous, on a profité de certains dispositifs avec des acteurs sociaux formidables, des gens qui ont aidé, qui ont contribué à ce que nous, on puisse aller vers ce qu'on aime. Moi, par exemple, c'était la musique. Donc, on était dans les maisons de quartier. C'est vrai, ça galérait. Après, on voulait notre truc à nous, donc il fallait acheter du matériel. La première carte son, c'est je vais l'acheter, mais avant de l'acheter, je vais vendre des pommes de terre. Tu vois, vendre des pommes de terre, tu te lèves à 4 h du matin, tu vas au marché, tu fais des marchés avec ton beau-frère, tu as une palette de pommes de terre qui te tombe dessus, tu frôles la mort, tu réunis 150 € à la fin. T'avais quel âge là? Je devais avoir 15-16 ans. Hein. Tu récupères 150 € pour aller t'acheter une petite carte son, avec juste 2 entrées et 2 sorties. Et t'essayes, tu fais tes premières prods. C'est vraiment une vie ennuyante de geek qui essaye de, tu vois, d'aller télécharger des plugins, des logiciels trop coûteux, trop chers et d'enregistrer. Et on a commencé avec on a fait aussi avec des disquettes, on avait des MPC. On a eu la chance de connaître l'analogique, le côté, voilà, le vrai rap, quoi. Ce qu'on appelle le vrai rap, c'est-à-dire le son fait vraiment brut. Donc c'est bien ça parce que ça m'a donné aussi après l'amour du mix. Ça m'a donné l'amour du mix plus tard quand tu deviens pro. Voilà, tu fais attention à tes mix, tu fais attention à plein de trucs. Donc on était vraiment, on était en recherche, on était en apprentissage. On était comme des petits élèves avec le sensei qui t'apprend à maîtriser ton art. Et d'un coup, tu te retrouves tout seul parce que la vie de groupe, c'est pas facile. Quand tu as écrit les textes de lui, tu t'entends pas avec lui sur ce thème. Tu vois, très vite, j'ai compris que j'étais un soliste. À ce moment-là, je rencontre la mère de mes enfants actuellement. C'était il y a 20 ans. Et j'ai pas d'argent, je vais pas te mentir. Je bosse pas, je gagne à peine. Si je bosse, je fais à mi-temps, puis animateur à mi-temps. Animateur Bafa? Je gagne à peine 500, 600 €, un truc comme ça. Et j'ai pas pour payer les studios. Et c'est ma petite amie qui est la mère de mes enfants actuellement. C'est ma petite amie qui paye les séances de studio à Coppelia. Et le jour où, pour la première fois, et il peut être témoin si vous le retrouvez, c'est un grand ingénieur du son français qui s'appelle Jérémy Tuile. Le jour où la première fois qu'un artiste lui dit « S'il te plaît, tu me branches cet effet », mais sur toute la chanson, il avait les yeux comme ça déjà. Mais c'est dégueulasse. Je dis « Non, c'est pas dégueulasse, ça c'est l'avenir ». Et puis je te paye frérot, donc en plus c'était même pas moi qui payais. Je te paye frérot, donc on va le faire. Et je me rappelle, Jérémy, il l'avait fait, il l'avait très bien fait, il avait trouvé les bons réglages. Et on avait le morceau Gangsta, qui était le premier morceau entièrement en autotune en 2009. J'avais eu le droit à un petit article sur Groove, à l'époque, un magazine que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc j'avais eu le droit à une petite capsule là, comme ça, sur Groove. Ils avaient dit la première chanson en vocodeur. Ils connaissaient pas encore l'autotune. Okay. Et puis voilà, ouais, c'est une vie de galérien qui cherche à droite à gauche de la monnaie pour payer l'accès à la création de ses œuvres. Et c'était beau, c'était beau. Comment toi tu tombes sur le vocodeur, justement, sur l'autotune? Qu'est-ce qui te fait justement aller vers cet effet-là, vers cette modification de voix? C'était la même période que Armstrong de T-Pain. J'étais à Urban Music, c'est ça, Urban Music à Châtelet. Je diguais
chercher des vinyles, parce que on avait des platines, on avait la chance d'avoir des platines, donc on a eu la chance de connaître le son en vinyle. Bon, il est encore, mais bon, nous avant c'était à la mode. Donc il y avait le Armstrong de T-Pain, et moi j'avais aimé l'instru. Et après, quand tu mets ton vinyle, tu sais, t'as l'instru, t'as le morceau, le main, t'as l'instru, et t'as la cappella. Et quand j'ai mis la cappella, je dis, oh le bâtard, oh comment c'est doux. En fait, il y a une émotion robotique. Ça veut dire que, ouais, il y avait un vrai chanteur derrière. Il y avait ces vraies émotions, mais il te rajoutait, comme quand on rajoute, tu sais, en mixage, des fois, on rajoute de la saturation pour rajouter ce qu'on appelle des harmoniques. Et ben là, j'avais l'impression que tu rajoutais d'autres harmoniques et d'autres émotions. Et je dis, ok, c'est parti. On sait pas chanter, on va savoir chanter. Et moi, je sais pas chanter. Tu vois, encore aujourd'hui, bon, je maîtrise un peu mieux qu'avant, mais je suis pas, tu vois, je suis pas Kenji Girac, tu vois. Lui, il sait chanter. On va dire que c'est un chanteur à voix. Mais moi, j'ai cherché mon émotion avec cette machine. Et bravo au mec qui a fait ça. Il nous a sauvé la vie. Aider socialement plein de gens. C'est un ascenseur social pour plein de monde. Et j'étais persuadé de l'universalité de ce logiciel. J'étais persuadé que ce truc-là, il allait toucher les gens, mais qu'il allait permettre à plein de gens de s'exprimer. Et on le pense pas comme ça. On pense que c'est juste un logiciel, que c'est un effet de mode et tout ça. Mais pour moi, c'est un synthétiseur. Pour moi, c'est un libérateur. Tu sais, tu peux chanter. Ouais. Tu vois, avant, on était obligé d'attendre la copine qui chantait en R&B, qui était bookée avec un autre rappeur et qui mettait des fois une plombe à venir. Tu payes le studio, un refrain, ça a duré toute la journée. Autotune, t'as ton idée, tu chantes. Il y a un truc d'immédiateté, d'instantané, qui m'a charmé, qui m'a fait kiffer, comme le stream d'ailleurs. Comme quand le stream est arrivé, j'ai adoré. Parce que pour moi, je sentais comme si on rééquilibrait les pouvoirs. Comme si, voilà, celui qui n'avait pas forcément de grosses machines derrière lui pouvait, de par son talent, et simplement son talent, et l'œuvre, réussir. Et être dans le top, et même aller détrôner ceux qui avaient des grosses machines. Bon, les algorithmes ont changé. Le problème, c'est qu'en 2009, c'est très mal vu. Enfin, c'est encore un logiciel qui est très mal vu. Donc, j'imagine que tu dois avoir plein de personnes, justement, comme ça. Ouais, peut-être de haters ou de gens qui ne croient pas. Haters. De haters. Le R, il représente quoi? Le rap. D'accord. Le rap, c'est quoi? C'est une musique sauvage, tu vois, hybride, avec plein de samples, tu vas chercher des samples partout. Donc c'est à chaque fois, la culture du sample, c'est ça, c'est à chaque fois une nouvelle sonorité, une nouvelle influence. Et le truc qui se passe, c'est que, je sais pas, t'as des mecs qui sont sortis de nulle part, qui sont appelés les puristes et qui t'ont dit que non, le rap c'est comme ça et que comme ça. Il y a un problème dans la définition là. Le rap c'est justement un truc que tu ne peux pas maîtriser. C'est pas un pitbull que tu tiens. Le rap c'est un guépard qui saute de partout, qui fait ce qu'il veut. Et j'ai détesté ça et j'ai commencé vraiment à me dire putain, les mecs de la pop ils sont plus cool en fait, parce que on est devenu chiant, plus chiant qu'une bibliothécaire. Vraiment. Et on est devenu trop à cheval sur des trucs de code qu'il faut absolument respecter. J'ai vu sortir des t-shirts, le rap, c'était mieux avant. J'ai sorti le rap, ce sera mieux demain. Et ils ont fait les bandes rouges, j'ai fait les bandes violettes. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un mec qui s'appelait Weezy F Baby, qui s'appelait Lil Wayne, qui défonçait tout à l'international et qui était en train de dire aux gamins, sortez de vos ordinateurs, allez jouer, et qui avait un truc super positif. Et regarde aujourd'hui, il a inspiré qui? Future, des Travis Scott, tous les mecs qui chantent aujourd'hui, c'est des gosses de Lil Wayne. Et moi, c'était ces mecs-là qui m'inspiraient là. Et aujourd'hui, je peux me dire, avec un peu de fierté, j'ai des gosses aujourd'hui dans le game. Parce que prendre ce chemin-là de un peu popiser un peu le rap, c'était dangereux. J'ai pris toute la vague des haters, mais c'est pas grave. Ça a créé des super belles chansons derrière. Aujourd'hui, t'as plein d'autres artistes qui sont arrivés derrière moi, qui ont fait plus que moi. On a aidé à je dis pas mais on a aidé à ouvrir certaines portes. Et à l'époque, on a créé ces t-shirts-là qui disaient le rap, ce sera mieux demain. Personne ne pouvait vraiment à cette époque-là miser sur ça. Et nous, on l'a fait. Et regarde aujourd'hui, on pensait que le rap allait mourir, qu'avec la fin du disque, tout allait s'arrêter. C'est pas vrai. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi créatif qu'aujourd'hui. Aussi diversifié en plus. C'est magnifique. C'est vrai que le temps, du coup, t'as donné raison. Est-ce qu'il y a des artistes qui sont venus te voir et qui t'ont dit merci? Merci d'avoir, entre guillemets, pris les coups pour nous. Et aujourd'hui, justement, on peut... Je peux raconter une anecdote d'un passage d'un artiste dans mon studio qui m'a vraiment flatté et honoré. Un artiste plus jeune que moi qui est venu me voir, c'est Nino. Il est venu me voir au studio, c'était pas pour faire une chanson, c'est juste parce qu'on avait un ami en commun. Et il est venu, il s'est posé, il a dit frérot, faut que tu saches que nous, on t'écoutait à l'époque des Skyblog et de ça, que tu nous as beaucoup inspiré. Et force à toi, vraiment, tu vois. Je lui dis, bah vas-y, je te fais écouter mes projets. Il m'a dit, mais s'il te plaît, fais-moi pas écouter les raps et de ça, fais-moi écouter que les chansons d'amour. Tu vois. Comme quoi, tu vois, et je trouvais ça très, très touchant, très flatteur et très humble de sa part de me dire ça après avoir eu
autant de succès. Donc voilà, tu vois, c'est des garçons intelligents. Le rap, c'est des garçons intelligents qui créent, qui essaient tous les jours qui se prennent la tête tous les jours pour essayer de d'étonner leur public. Et tu as des mecs comme ça que tu te dis, il mérite son succès parce qu'il est humble, parce qu'il serre la main à tous les gens qu'il a pu côtoyer dans le passé, ne serait-ce que en les regardant faire. Tu vois. Et il m'a dit, je t'ai regardé faire et nous, on t'écoutait beaucoup à l'époque des Skyblock, bravo à toi. Et j'ai trouvé ça touchant. Est-ce qu'il y a un jour on aura l'artiste Ninho? J'aimerais bien, avec plaisir. Franchement, pour faire de la lourd. musique, pour faire de la musique, pour les gens, pour nous, pour tout le monde, ouais. Ouais. Mais pas... j'ai justement pas voulu le faire dans la période, et mon équipe le sait très bien. Tout le temps voulu chanter avec Ninho, depuis que je l'ai découvert. Le faire alors que tout le monde le fait, je sentais comme s'il y avait une sorte de... Tu vois, de cupidité malsaine. Je sentais... je préfère attendre que ça passe et si un jour ça doit se faire, Inch'Allah, ça se C'est fera. la période où il enchaînait les feats, là, en 2018, Ouais, là, voilà. où il était en Voilà. pétard. Il était en pétard et Ah ouais. tu vois, et pas... Tu vois, moi-même, par intégrité artistique, je me voyais pas monter dans ce train. Je vois, je comprends. Bah Mais oui. je respecte ceux qui l'ont fait. Bravo à eux. Ça a donné des succès en tout cas. Bah, et je ne sais combien qui ont eu leur première certification avec Ninho. Une belle liste. Donc bravo aussi à Ninho. Moi, je cette préfère constance. moi, je préfère que soit on ait des certifications chacun qu'on Mm. fasse ensemble, soit que tu sois pas du tout connu et que moi j'ai des certifications et que d'un coup tu étonnes tout le monde dans un featuring avec moi. Ça, c'est... Voilà, je suis un peu plus dans cette recherche-là. Tu sais, les mecs qui viennent du monde du sample, ils sont un peu plus... ils aiment bien un peu les trucs authentiques. Hein, même si tu vois mes musiques, elles sont colorées, dansantes, chocolatées. Ça veut rien dire, frérot. C'est le digging, il est en nous. Tu vois, les belles choses, elles sont en nous. On aime le bon son, on aime les belles choses. Vraiment, on aime faire le truc avec art, justement. C'est vrai que tu as beaucoup de hits avec des noms qui étaient méconnus du public français, tu vois. J'en ai plein en tête, mais quelqu'un comme Awa Imani, tu vois, elle n'était pas forcément très identifiée avant Chocolat, et ça... Pas respecté pour moi, pour Ah, ça a le juste paysage, valeur, ouais. parce qu'on n'avait pas à cette époque-là beaucoup de chanteuses R&B et on les respectait pas forcément. On va pas se mentir. Cette période-là, On c'était se dur, dit- ouais. On se dit les choses. Il est très très difficile d'être une jeune chanteuse dans un monde de rap, dans un monde qu'on appelle la black music. C'est pas évident. Donc cette jeune artiste ultra talentueuse, cette superbe belle voix qui est là, qui est pas exploitée, mais pas dans le mauvais sens, mais qui est pas Reconnu à sa juste reconnue valeur. à sa juste valeur Ouais. et utilisée par des artistes pour vraiment essayer de même la sublimer, cette voix. J'ai trouvé ça bête. J'ai dit, oh, tu es dispo, viens. On a fait un hit ensemble, on est fiers. Et aujourd'hui, on se voit, on a des enfants, chacun de son côté, on se voit, on se dit, mais putain, on a vécu un super kiff en fait. Bravo, merci. Donc c'est quelqu'un que je remercie et qui méritait, et elle mérite toujours d'ailleurs. Et même le message derrière le son, il est magnifique aussi, tu vois, parce que c'est un homme maghrébin avec une femme noire et il chante un hymne à la femme noire aussi, tu vois. C'est une super chanson d'amour, une très belle chanson qui même encore aujourd'hui se consomme super facilement. Et je trouve ça beau parce qu'il y a eu pas mal tu vois, de personnes qui ont tenté de s'accaparer ce débat Maghreb, Ouais, noir, etc. Ils ont même essayé de me mettre dans des positions qui n'étaient pas les miennes. Par rapport au titre, justement, il y a quoi de négatif dans le chocolat? C'est bon, c'est plein de magnésium, ça fait plaisir à tout le monde et on n'en trouve pas du vrai dans les Kinder. Ah ouais? Donc, ouais, c'est de l'huile de palme la plupart du temps. Du cacao, le vrai cacao, frérot, c'est raffiné, c'est rare, c'est sexy et raffiné. Tu vois. Donc, en fait, ok, moi, j'ai réfléchi en termes d'artiste, tu vois. Couleur, forme, lumière, note, poésie, rime. Je sais pas, je réfléchis pas à... Mais par contre, oui, je l'ai fait pour les femmes noires. Vraiment. Parce que dans un débat ou d'une montée d'extrémisme qui arrive là, je sentais que ça montait à droite, à gauche, tu vois. Surtout sur les réseaux, t'as tout le monde qui tire la couverture. Et au bout d'un moment, c'était les filles arabes. Pourquoi elles sont si appréciées par les hommes noirs? Et c'était des débats très houleux et qui, moi, en tant qu'homme rebeu, me diminuaient et diminuaient tout le monde, en fait. Et je voyais que les plus délaissés dans ces débats-là, c'était les femmes noires. Parce qu'on en parlait avec un tel mépris. J'ai détesté ça. J'ai dit, OK, je vais vous montrer qu'avec votre stratégie de division, là, on va parler de couleur de peau, mais d'une manière, on va parler d'amour, et je vais contrer tout ce que vous êtes en train de dire, là, avec une chanson. Et ça a fait 530 millions de vues. Ça veut dire que les gens, ils l'ont pris naturellement, ce message. Tu vois, ils ont dansé sur quelque chose qui est censé être positif.
et qu'il l'est quand tu as des bonnes intentions avant de faire ton œuvre, quand tu as les vraies bonnes intentions, sincères, je sais pas, mais t'es rétribué après. Je sais pas, j'ai l'impression que à la fin, tu y gagnes, quoi. Mais tu as gagné en certif, en argent, Ouais. en tout. Hein. J'imagine Ouais. que, ouais. Parce qu'on peut se dire, ouais, mais ça sert à rien d'être positif. Mais si, il faut toujours rester optimiste et positif. C'est vrai que c'était une belle chanson qui a touché le cœur des gens. Mais de toute façon, t'as pas mal de chansons, toi, qui ont su toucher le cœur des gens. Alors que, de base, tu me dis si je me trompe, mais ta langue maternelle, c'est pas le français. T'es né au Maroc, t'es venu, je crois, à l'âge de 7 ans en France. Et même si je dis pas de bêtises, t'as même eu un peu des moqueries. Parce qu'au début, t'avais un léger accent. Tu vois, quand t'arrivais, que t'essayais de t'intégrer. Et des années plus tard, bah, justement, t'arrives avec la langue française, même avec aussi la langue arabe, mais à toucher le cœur des gens. Donc je trouve que c'est beau. Mais est-ce que c'était vraiment une période compliquée quand justement t'arrives en France et que t'essayes de monter dans... Ça remonte. En fait, on peut passer des heures à parler de ça parce que c'est... Passons des heures. Parce que c'est le problème actuel en France. On parle de quoi? D'immigration, tu vois, de peur, d'insécurité. Moi, j'arrive en France. Je sais pas parler. Je suis dans une classe non francophone avec des gens venus de Chine, des gens venus d'Inde, des gens venus d'Afrique noire. Même pour moi, c'est nouveau. Première fois que je voyais des gens asiatiques. Première fois de ma vie que je voyais même beaucoup de gens blancs. Pour moi, les blancs, c'était que des touristes que je voyais de temps en temps à Marrakech. Ouais, il y a ce truc de différence, tu vois. Mais quand tu as 7 ans et que tu essaies de parler, que tu n'y arrives pas, je te promets que tu te prends un truc dans la gueule, un truc de... justement, une solitude. Tu te sens seul et soit on réagit de deux manières. Soit on abandonne complètement, on lâche l'affaire, soit on se dit non, tu vois, il faut que je communique avec les gens, donc je vais l'apprendre cette langue. Je vais me prendre la tête pour comprendre, pour m'exprimer, pour faire des phrases, voilà, ne serait-ce que pour survivre en fait. Mais les moqueries ont fait que j'ai dit non, je vais être le meilleur dans cette langue. Et ça m'a boosté en fait, ça m'a boosté. Et si tu veux, il y a un syndrome de Stockholm, il y a beaucoup de... Quand je parle de syndrome de Stockholm, c'est quoi? C'est nous sommes les colonisés en Afrique. Ok? Le colonisateur, c'est la France, c'est la Belgique, c'est l'Angleterre, bon, on s'en fout. Il y a le colonisateur. Et tu as un syndrome de Stockholm qui fait que, tu vois, une fois que le colonisé est parti et que tu le retrouves, c'est comme si tu essayais d'être meilleur que lui ou tu vois, d'essayer d'être plus français que lui. C'est une annulation d'identité. Tu vois ce que je veux dire? C'est une annulation d'identité. Et sois fier de qui tu es, mais ouais, prends-toi la tête pour parler la langue du pays dans lequel tu vis. Ça, c'est sûr. Prends-toi la tête pour comprendre les règles, les us et coutumes et les respecter du pays. Ouais, ça, c'est sûr et certain. Parce que de toute manière, tu n'auras aucune autre manière de te défendre que dans leur langue. Pas obligé de changer d'identité pour ça. Et on a ce problème-là, où on a une aversion de cette misère. C'est comme si on regardait, oh, la misère africaine, j'en veux plus. Je veux aller plus vers la lumière européenne. Non, faut annuler ça. Faut se mettre à niveau avec tout le monde et surtout pas avoir d'aversion pour qui on est et pour ce qu'on représente. Très beau message. Ouais, je voulais juste qu'on revienne sur le son pour finir lettre à D'autres qui mangent l'autotune. J'ai 15 à Marrakech, je suis au théâtre. J'avais plein d'amis, on rentre. Tu parles de succès et de ce que ça entraîne. Tu parles de ton 3e album, du fait que tu enchaînes les hits, qu'il y a des amis qui reviennent et d'autres qui me quittent, etc. Tu parles aussi du fait d'avoir beaucoup d'argent, etc. Et surtout d'être insouciant et de pas en fait connaître ta chance. Tu dis insouciant, je connais pas ma chance. De pas réaliser en fait la chance que tu as. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des dangers entre guillemets tu vois, du succès, de ce que ça entraîne? Ouais. Parce que dans ce morceau-là, tu parles aussi des femmes, le fait que tu t'en as fait un morceau polygame, tu parles d'argent, tu parles d'énormément de choses, du fait que ça t'a aussi scellé le cœur, que t'as aussi délaissé un peu ta religion à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous parler de toutes les dérives que ça peut apporter? L'argent, en soi, c'est un problème. Pourquoi? Parce que ancien pauvre, nouveau riche, ça fait toujours un sale cocktail. Tu vois, dans le sens où tu maîtrises pas. T'avais pas d'argent et d'un coup, tu te retrouves à devoir gérer de l'argent. Déjà, impôt, tu sais pas ce que ça veut dire parce que tu as de l'argent. Tu regardes que l'argent que tu as et tu as envie que de le dépenser, que de te faire plaisir. Donc, tu vis à l'instant. Tu vis comme si tu allais mourir, en fait. Comme si cet argent-là, on allait t'appeler et te dire un jour, hé poteau, faut le rendre. C'est de brûler les mains, quoi. Il te brûle les mains. Parce que le manque de tout, ou le manque de plein de choses, fait que quand tu as l'argent, tu achètes tout et tu achètes plein de choses. Des fois qui te servent à rien, souvent qui te servent à rien. T'as acheté des trucs qui te servaient à rien, que tu regrettes. Ouais, au lieu d'investir, ouais. Des sapes, des trucs, au lieu de prendre un styliste, de faire travailler des jeunes dans Paris comme ça, prendre un styliste et qui me ramène leur sapes, aller travailler avec des agences de presse pour moi-même me changer pour les clips, pour les photos. Non, je faisais le fou. Je rentrais chez Louis Vuitton, je repartais avec tout le magasin. Je rentrais chez Gucci, chez Dior, parce que j'avais pas ça, alors que j'en ai pas besoin. Réellement. J'en ai vraiment pas besoin. Personne n'en a vraiment besoin. Peut-être les fashionistas, on n'a pas besoin de trop d'objets dans sa vie. Quand tu es ancien pauvre et nouveau riche,
la première chose que tu fais, c'est que tu jettes et que tu brûles cet argent. Alors que normalement, première chose que tu devrais faire, c'est une sécurité pour que si ça s'arrête, tu te sentes mieux. Et beaucoup d'artistes se sont trouvés dans cette situation-là parce que justement, on a psychologiquement pas la formation à avoir de l'argent quand on est un pauvre. On n'est pas habitué, on nous a pas habitués. On nous expliquera jamais ce que c'est que d'avoir de l'argent vraiment. Donc on se retrouve avec une inconnue qu'on doit gérer, qu'on ne gère pas, qu'on gère mal. Et à quoi d'autre comme problème? Tu m'as dit la religion, tu t'en éloignes bien sûr. Tu t'en éloignes. Tu t'en éloignes parce que bon, concernant la religion musulmane, il y a une pratique à avoir. Tu as 5 prières par jour. Concernant les autres religions, je m'y connais un peu moins, mais bon, je peux parler de celle-là. Il faut être ce qu'on appelle, c'est-à-dire ne pas être impur, ne rien toucher qui peut te rendre impur. Et bah, tu vois, par exemple, quand tu es dans une vie d'artiste, t'enchaînes, tu es dans les concerts, tu es dans ci, tu es dans ça, tu es à droite, à gauche. Tu te laisses de moins en moins le temps à faire ta pratique religieuse. Du coup, ne serait-ce que dans la pratique, tu ne le fais plus. Du coup, tu t'en éloignes. Parce que, par exemple, en islam, ce qui fait un musulman, c'est l'acte de prière. Voilà. C'est très, très délicat à vivre. Je sais que c'est un sujet tabou pour plein d'artistes, qu'ils n'en parleraient pas. Mais comment mélanger religion avec un message de pureté, un message de sagesse, et boîte de nuit, femmes, alcool, substances illicites, t'es obligé de t'en éloigner. Et avec cet argent-là, et avec ces tapes sur les épaules, ces bravos, ces hurrahs qu'on te dit, et tu te mens à toi-même. T'es là, t'es dans une sensation de dégoût. À la fin, une fois que t'as fait le bilan, tu te dis merde, il y avait juste à gérer son temps. Il y avait juste à gérer son agenda, il y avait juste à dire non au téléphone. Donc, c'est un conseil que je peux donner aux jeunes artistes, et je sais que les jeunes artistes regardent les interviews des autres artistes, des vieux artistes, des anciens artistes, parce que je l'ai fait. Donc, apprenez à dire non. Si je peux donner un conseil aux jeunes artistes, apprenez à dire non quand c'est le moment de dire non, et gérez bien votre planning, vos emplois du temps. Gérez bien votre argent. Quand vous avez de l'oseille, investissez sur l'avenir. Vous allez peut-être aider des gens à avoir du boulot plus tard en faisant ça. Donc, faites pas comme moi, sinon vous allez finir seul. Il y a un dernier thème que je voulais aborder avec toi. C'est un événement dont tu as déjà parlé, même dont on a fait un clip qui s'appelle Va-et-Vient. C'est un événement assez traumatisant qui est survenu après ton Planet Rap, lorsque tu défendais, je crois, comme avant, quand tu défendais comme avant. C'est une agression que tu as eue à côté de chez toi et qui a amené sur beaucoup de choses dans ta carrière. Tu vois, tu me dis si je me trompe, mais normalement, notamment un départ au Maroc, etc. Et un projet Quartier Latin volume 1, où tu disais toi-même, qui était rempli de, entre guillemets, de vengeance. C'était un projet que tu as écrit différemment, tu vois. Ouais, où il y avait beaucoup de ressentiment. C'est ça. C'était très beau projet, hein, avec des gros featuring et de ça. Du budget, on était bien, mais moi, j'étais pas dans le bon mood. C'est moi qui étais dans la négativité, et tu le ressens. Tu le ressens. Le public le ressent. Le public, il a un cœur. Il sait sentir les choses. Donc, ouais, c'est une période traumatisante et en même temps, c'était peut-être la tarte qu'il me fallait. Bon, c'était plus qu'une tarte parce que c'était très violent. J'ai fini quand même à l'hôpital, hôpital militaire, surveillé, tout ça, par la police. Bref, c'est une période traumatisante. Gagner de l'argent dans la musique, dans le foot, quand tu es issu des banlieues, on va pas se mentir, c'est pas évident. Je vais parler d'un truc que peu d'artistes ou de sportifs peuvent aborder, mais tu sais, toutes ces histoires de raquettes, sortir du ghetto, faire de l'oseille, bah, ça attire plein de monde. Et il faut savoir dire non, encore une fois, tu vois. Je donne un conseil aux jeunes artistes, encore une fois. Si tu n'as pas d'équipe solide pour te défendre autour de toi, c'est pas honteux que d'aller demander justice et de réclamer justice quand tu n'as aucun moyen de t'exprimer. Parce que ça va juste détruire ta vie et détruire ta carrière, alors que c'est pas le but, en fait. Tu es censé vivre et personne ne devrait payer le fait d'avoir réussi ou le fait d'avoir du talent ou d'avoir du succès. C'est horrible. C'est un drame qu'on vit, nous, issus des banlieues, nous, gens connus issus des banlieues. Beaucoup ne te le diront pas, beaucoup ne le diront pas, n'en parleront pas. Mais ouais, comme si on n'avait pas le droit de gagner cet argent et comme si cet argent-là qu'on gagnait, on devait absolument le partager. Déjà qu'on le partage avec l'État, comme si on n'avait pas de famille, comme si on n'avait pas de famille au pays, par exemple, à aider, comme si on n'avait pas de projet. C'est beaucoup, voilà, je peux le lâcher, c'est beaucoup plus facile d'être Vianney aujourd'hui que d'être l'artiste. Ou que d'être SCH. On a vu récemment, lui aussi, il a eu ça avec un gang de Marseille où il a été aussi victime de raquettes. Il y a même eu un mort dans son équipe. Et donc, c'est un. Ah, le drame, voilà, on est arrivé au drame, tu sais, mais c'est des choses, on en parle, nous, on en parle. Comment on fait pour se protéger de ça? Longtemps. C'est pas comment on fait pour se protéger de ça. C'est est-ce qu'on a identifié, est-ce qu'on sait qu'il y a des jeunes rappeurs issus de banlieue
ou des jeunes footballeurs qui réussissent et qui gagnent de l'argent. Est-ce qu'on sait les protéger? Est-ce qu'on sait je sais pas, est-ce qu'on sait faire attention à eux comme on ferait attention à, je sais pas, moi, une personnalité? Mais on dirait que comme le fait de venir en banlieue, justement, à cause de ce virilisme, cette fausse virilité, bah, on est obligé de marcher en équipe, de montrer les gros bras, et puis, bah voilà, non, j'ai pas besoin de sécurité, j'ai pas besoin qu'on fasse attention à moi, j'ai pas besoin qu'il y ait de régime spécial pour moi, alors que peut-être que si, peut-être que... Moi, je pense qu'il faut surtout beaucoup de psychologues. C'est ça. Mais je pense que, tu me dis si je me trompe, mais pour ton cas, est-ce que justement tu as eu affaire à un psychologue après cette agression? Parce que ça a eu un impact sur ta musique, et donc forcément les ventes étaient moins bonnes que le projet d'avant, surtout qui avait cartonné Grand Destino. Peut-être que même sur Comme Avant, il y avait peut-être encore des séquelles de cette agression qui ont fait que ça a peut-être à un moment dénaturé ton art, tu vois. J'ai pas forcément eu besoin de psychologue parce que là, moi dans mon cas, j'ai aussi été beaucoup aidé par la religion. Tu sais, les textes religieux, les histoires des prophètes et tout ça, c'est très inspirant. C'est très inspirant parce qu'ils vivent. Les prophètes ont vécu des choses un peu similaires à ce que peut vivre un être humain qui se sent agressé. Donc il y a beaucoup de réponses là dans la foi, dans la lecture en général et dans la foi. Pour moi en tout cas. Et t'arrives à que ce soit compatible? J'essaie en tout cas. Personne n'est parfait. Il faut juste être la meilleure version de soi-même. Si on a tel niveau, bah on est bien. Il faut essayer d'être à un meilleur niveau. C'est tout. Mais personne n'est parfait, personne n'est nul. Mais cet acte aussi te permet de repartir au Maroc. J'imagine que ça doit être quand même un choix important parce que ça affecte pas que toi, il y a aussi toute la famille qui repart avec toi. Et déjà, comment eux, ils le prennent à ce moment-là? Ils te comprennent tout de suite et ils acceptent? Ou est-ce que c'est difficile de quitter? Parce que eux, contrairement à toi, tes enfants, ils sont nés ici. Comment la décision se fait à ce moment-là? C'est dur, J'ai senti beaucoup de solidarité de la part de mes enfants envers moi-même. J'ai senti... Et là, tu touches à une corde sensible parce que... C'est pas le but. Qu'un enfant ressente la douleur de son père et qu'il se fasse tout petit pour pas lui en rajouter, je te laisse la suite. Et ça t'a permis aussi de te ressourcer aussi là-bas, tu l'as dit, avec la nature, et aussi même musicalement. Peut-être qu'un morceau comme Zarzour, s'il n'y a pas, tu vois, toutes ces années au Maroc, etc., même Bouhali, pouvoir chanter en arabe sur vraiment tout un couplet, peut-être que tu l'aurais pas fait sans cet acte. Et c'est... Zarzour, on sait que c'est déjà un gros hit. Bouhali aussi, je pense qu'il va suivre très rapidement. Ça t'a permis aussi d'ouvrir cette voie-là, un peu, tu vois, un peu à la Ayman Selhani il y a très longtemps, tu vois, où maintenant il chante que en arabe. Toi, c'est quelque chose que tu aimerais faire, que tu aimerais continuer à... En fait, comme tu fais déjà, venir en France et se dire obligé d'apprendre le français pour communiquer avec la France, c'est le même processus dans le sens inverse. C'est-à-dire, je retourne au Maroc, je retourne au Maroc, mais je vais chanter en arabe. Tu vois, je vais pas faire le mec, tu vois, néocolonisateur. Je reviens avec ma culture empruntée et je la lâche là et genre je me balade et c'est cool. Non, j'habite au Maroc. Je parle en arabe, je mange en arabe, je vis en arabe, les infos sont en arabe. Donc, on va parler en arabe, on va chanter en arabe. Et puis, j'ai ces deux cultures-là. Et c'est une manière aussi de dire, voilà, je les porte les deux. Tu vois, j'ai des artistes comme Nassel Riwan, Abdelhadi Belkhiyat, qui sont mes références. Et j'ai aussi Verlaine, j'ai aussi Étienne Rodagil, j'ai aussi des compositeurs et des auteurs français qui sont aussi mes références, comme j'en ai d'autres aussi. Et puis, je me nourris de tous ces gens et je suis fier de cette multiculture. C'est même pas qu'une double culture, c'est une pluriculture. Mais ça a toujours fait ta force, ça, tu vois, de pouvoir aller dans l'afro-pop, dans la pop. En fait, l'artiste a toujours été, tu vois, un mélange, et comme tu as parlé de samples, tu vois, un mélange de sonorités qui ont fait que pouvait, tu vois, toucher le cœur de tout le monde. Je pense que c'est ça aussi. Dieu a dit, j'ai créé les humains en ethnie et en communauté pour qu'ils se rencontrent. Donc, faire des mix, tu sais, ça marche partout. Ça marche dans la nourriture, ce qu'on appelle la fusion food. Ça marche partout, tout le temps. Ça marche dans la déco, ça marche partout. Mélange les couleurs, mélange les genres, mélange les cultures. Et tu verras, ça donnera toujours un beau résultat. Donc, pour moi, j'ai plus été vers la facilité. C'est même un cheat code que de tout mélanger. Faut tout whipping dans la vie. Faut rien laisser comme ça. Rien de noir et de blanc séparés comme ça. Faut tout mélanger. Faire plein de couleurs, faire plein de trucs. Vivre et puis être fier de ce qu'on fait et puis se dire que la vie continue. C'est un très beau message. Mais merci l'artiste pour cette interview. Merci pour avoir joué le jeu. Super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là? Il y a forcément, je pense, une partie 2 qui devrait revenir arriver. vous voir avec des beaux projets. Grand plaisir. Souhaitez-moi ça, de rester en vie, de revenir vous voir et d'attraper beaucoup de poissons
au bord de l'eau. Bah, il y a plein de sujets en plus que je voulais aborder, donc justement, on va attendre je peut-être suis la venu partie avec 2. Ah, en plus, ouais, Je Fischer. représente à tous les ficheurs du monde, tous les anglers. Ça marche. Bah, merci beaucoup, l'artiste. C'était l'artiste sur Rap Punchline. J'ai passé un très bon moment. Merci à tous. Soledad dans les bacs.